Maintenant, revenons ici, donc, je disais, j'ai pris tout à l'heure les attributs qui étaient là. Alors, on fait CTRL Z. Z, voilà. Ce sont ces attributs qui se trouvent là. Ici, on va, au lieu que ça soit public, on va les mettre en privé. Bon, c'est la première des choses qu'on mettra d'abord, les attributs. On met en mode privé. Même principe. Voilà. Donc, main privé, 2 points, et puis on dit quels sont les attributs qui sont en mode privé. Sauf que si on fait ça comme ça, il va y avoir une erreur lorsqu'on essaie de compiler. Je vais afficher ce qu'on appelle le log, voilà, et là je vais compiler. Et là, il va dire que là, on va essayer d'accéder, voilà, on essaie d'accéder à des choses qui sont privées. Les choses qui sont privées, on ne peut pas y accéder à travers l'objet. Les choses qui sont privées, c'est très bien. Les choses qui sont mises en privé là, sur l'objet, c'est-à-dire lorsque vous créez une variable comme ça, vous ne pouvez pas y accéder directement. Ce n'est pas possible. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on utilise ce qu'on appelle les attributs, on met en mode privé, on met en place ce qu'on appelle des accesseurs ou bien des méthodes qu'on appelle des getters et des setters pour accéder tout simplement à ce qu'on appelle l'attribut. Alors, supposons qu'on veut faire ce qu'on appelle modifier l'information. Alors donc, on va mettre en place une méthode. J'ai dit tout à l'heure, les accesseurs et les imitateurs sont des méthodes. Si on veut modifier par exemple la marque, c'est une méthode qui ne retourne rien. On veut juste modifier. On veut saisir par exemple la marque. Donc, ça ne retourne pas le résultat. Ça modifie directement la marque ou bien ça modifie la vitesse. Si on veut récupérer la marque, alors on doit rendre la marque. Donc, on va mettre en place une méthode qui retourne la chaîne. Maintenant, si on veut juste modifier, c'est une méthode qui ne retourne pas. Et donc ici, regardez bien, je vais mettre ici une méthode qu'on appelle, on va mettre ici void. Et en général, ce qui se passe, c'est que pour les setters, on met set, c'est-à-dire pour modifier un attribut, on met set et puis le nom de l'attribut. Donc si je mets set marqué, ça veut dire si je veux modifier ou bien saisir la marque. Donc qu'est-ce qui se passe? Je lui envoie la marque. On peut mettre ici M. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Je dis marque, je veux dire, est égal M. Donc, c'est-à-dire que ce que vous avez vu ici, là, au lieu de dire marque est égal à Peugeot, pour faire cela, on ne pourra plus faire comme ça. Pour donner Peugeot à la marque, on devrait passer par cette marque. On lui passera Peugeot et lui, il se chargera de prendre le Peugeot et mettre dans l'attribut qui s'appelle marque. Et donc, c'est ça qu'on appelle quoi? Les mutateurs, pour modifier ce qu'on appelle un attribut. On appelle ça généralement ce qu'on appelle des setters. Des setters. Donc, en général, ces méthodes sont possédées de set pour modifier et puis de get pour récupérer l'information. Et donc, ça veut dire que si je veux modifier aussi la vitesse, je fais comme ça, void set vitesse. Et regardez, j'utilise ce qu'on appelle le kamikaze. Vous voyez que là, ici, le premier, comment on appelle ça là? Le premier mot 7, il est tout d'abord en minuscule. Mais chaque mot qui va venir, le premier caractère est en majuscule. Et surtout, ce que vous remarquez, c'est que si je mets 7 ou bien get, ce qui suit, c'est le nom de l'attribut, avec comme premier caractère en majuscule. Et donc, je fais ici, parenthèse, et je mets un float. Et là, je mets V. Ici, je viens ici, je mets vitesse V. Et là, je peux modifier. Et donc, si je reviens ici, au lieu de faire ce qu'on appelle V flèche marque, je vais faire V flèche set marque. Mais sauf que cette marque, c'est une méthode. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je fais comme ça. C'est une fonction. Et une fonction qui prend en paramètre une chaîne. Donc, si je fais appel à cette marque, je lui passe une chaîne. La chaîne, c'est tout simplement le Peugeot. Le Peugeot, c'est-à-dire le nom de la marque que je lui passe. Et ici, la même chose pour vitesse. Je mets 7 et je mets vitesse. Et au lieu de dire est égal, je passe en paramètre la valeur. Pourquoi? Parce que cette vitesse est une méthode qui prend en paramètre un float et qui permet de modifier la vitesse par la vitesse passée en paramètre. Et donc, c'est maintenant comme ça.
qu'on va accéder à ce qu'on appelle aux attributs. Les attributs qui sont en privé ne seront plus accessibles en faisant directement le nom de la variable point l'attribut. Un attribut en mode privé, on met le nom de la variable .set ou bien .get pour accéder à ce qu'on appelle à l'attribut qui est en mode privé. Maintenant, si je fais ça comme ça et que je compile, on n'aura plus maintenant le problème tout à l'heure qu'il a soulevé. Et là, on voit aussi qu'il affiche voiture Peugeot en marche. Et ce Peugeot, c'est bien le Peugeot qu'on a passé à travers le set marque. Et donc, c'est comme ça que nous, on fait en réalité pour parler de ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Et disons, ça, c'est tout simplement la notion de classe. Ça, c'est les choses de base que vous devez comprendre déjà sur la notion de classe. Il y a ce qu'on appelle les accessoires qu'on vient de mettre. On vient de mettre tout simplement d'abord les mutateurs, je veux dire. Mais il y a ce qu'on appelle les méthodes qui vont modifier ce qu'on appelle les attributs, qui sont les sets. Il y a ce qu'on appelle les méthodes qui vont modifier, qui vont récupérer, qu'on appelle les get. Et on a ce qu'on appelle les portées private, on a ce qu'on appelle les portées que vous voyez là, public, protégé, et puis statique. Maintenant, ici, comme les deux là, on va mettre en place deux autres méthodes. Pour faire d'une manière plus simple, on va mettre get mark. Plus tard, on ne sera même pas forcément obligé en fonction de ce qu'on fait. Et donc, si je mets get mark, qu'est-ce qui se passe? C'est que je veux récupérer la marque. Donc, qu'est-ce que je fais? Un petit return mark. Et là, je peux faire un float get vitesse. C'est-à-dire, si je veux récupérer la vitesse, je dois passer par ça. Donc, que ce soit pour récupérer ou bien pour modifier, il faut passer par ces deux méthodes, soit le set de marque ou bien le get de marque pour récupérer la marque de la voiture. Maintenant, ici, je vais commenter démarrer. Je vais faire un petit cout. La marque est... Alors, comment je vais faire ici pour y accéder? Je vais passer par le nom de la variable voiture, flèche, et je vais mettre le nom là, getMark, cette méthode, et ça va me rendre la marque, et cette marque sera tout simplement affichée. Donc, si je compile ça, comme getMark est en mode public, sur la variable, je peux y accéder tout simplement. Et donc, c'est ce qu'on appelle les setters et les getters. Le setter permet de modifier, le getter permet de récupérer. Et donc, ça, c'est des choses de base que vous devez comprendre. Et une autre chose qu'on doit mettre en place, c'est que dans ce qu'on appelle une classe, on a ces méthodes que vous voyez là qui vont travailler sur ce qu'on appelle l'attribut. Mais on a aussi d'autres types de méthodes, comme par exemple démarrer. Démarrer, c'est une méthode ou bien, comment on appelle ça? On va dire une fonction de ce qu'on appelle la voiture. Mais ça ne veut pas dire forcément que ça va utiliser forcément les attributs. Même si on peut utiliser des attributs, mais on peut avoir beaucoup de fonctionnalités qui ne nécessitent pas forcément l'utilisation des attributs. Mais il peut y avoir aussi des fonctionnalités qui vont demander l'utilisation des attributs. Mais on peut créer ce qu'on appelle des fonctions qui vont faire des calculs, je veux dire. Pas forcément des getters, des setters. On peut créer plusieurs fonctions. Et parmi ces fonctions, il y a une fonction qu'on appelle getter. Et la fonction, c'est quoi? C'est que lorsque on a une classe, on a une fonction qui porte exactement le même nom de la classe. Et ça, c'est ce qu'on appelle le constructeur. Le constructeur, c'est lui qui est en charge en disant qu'il va chercher tout ce qu'il faut pour pouvoir récupérer ou bien créer tout simplement notre classe avec les choses qui concernent, c'est-à-dire qui se trouvent à l'intérieur, les attributs, etc., les méthodes, etc., etc. Ce constructeur-là, qui se passe, que je vous ai mis ici, sans quelque chose dans la parenthèse, on appelle ça le constructeur par défaut. Et ce constructeur par défaut, on n'est pas obligé de le mettre. C'est-à-dire que lorsque vous créez une classe et que vous ne le mettez pas, c'est comme si ça existait. Donc, lorsque vous créez une classe et que vous ne mettez pas, ce constructeur-là, ça existe par défaut. Par défaut. C'est ça qu'on appelle le constructeur par défaut. Et il y a ce qu'on appelle le constructeur avec argument. C'est-à-dire que si je veux, je dis
quand on veut créer une voiture, il faut forcément donner la marque. Ou bien il faut forcément donner la marque et la vitesse. Là, on voit quelque chose. Maintenant, si on dit, je vais créer juste la voiture sans forcément préciser la marque, et puis après, je vais avoir la marque, après, je vais avoir la vitesse, là, c'est ce qu'on appelle, on utilise ce qu'on appelle le constructeur par défaut. On n'impose pas une entrée lors de la création de voiture. C'est-à-dire que ici, si je fais voiture V est égal à new voiture sans lui fournir une information, c'est parce qu'on utilise ce qu'on appelle un constructeur par défaut. C'est-à-dire que le constructeur par défaut dit, si tu veux construire une voiture, tu construis la voiture. Après, c'est à toi maintenant de dire comment est-ce que tu vas ajouter la marque, comment tu vas ajouter, etc. Mais si le constructeur par défaut, du moins si vous mettez un constructeur avec argument, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire que si vous voulez créer une voiture, il faut fournir les informations. Bon, bref, je vais vous expliquer un petit peu pour que vous compreniez. Mais regardez bien, je mets une voiture, comme ça, je compile. Vous voyez que notre code marche. À mon ben problème, on voit bien que la marque est Peugeot. Il n'y a pas une erreur. Pour le moment. Arrête ce que tu fais là. Il n'y a pas une erreur. Pour le moment, la marque est Peugeot. Parce que c'est le constructeur par défaut. Maintenant, si je mets ici, c'est une méthode, c'est une méthode, hein, le constructeur. Je mets M. Et ici, je mets marque est égal M. Comme ça, et que j'essaie de compiler, comme ça, il va me dire que non, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai dit, en fait, j'ai mis un constructeur avec argument. Ça veut dire que si je veux construire une voiture, il faudrait forcément passer la marque. Obligé. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, celui de sommes à arguments, par défaut, ça existe. Toutefois, si vous mettez un constructeur comme ça, avec argument, le par défaut disparaît automatiquement. Mais vous avez aussi la possibilité de refaire le constructeur par défaut. C'est-à-dire constructeur sans argument. Mais si vous ne le précisez pas, et que je mets par exemple juste voiture string comme ça, M, ça veut dire que je ne peux pas construire une voiture comme ça sans fournir la marque. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour fournir la marque? Si je fais new voiture, je fais parenthèse, et là, je lui envoie la marque, la chaîne. Parce que cette fonction prend en paramètre quelque chose. Alors donc, ici, par exemple, je commente ça. Je vais mettre ici DDD. Comme ça. Et donc, si je viens ici, je compile. Là, ce qu'il m'affiche, c'est que la marque est DDD. Mais ce DDD, regardez très bien, c'est la marque que j'ai envoyée lors de la construction de la voiture. Quand je veux construire la voiture. Quand on dit construire, c'est le fait de faire, par exemple, ici, de créer notre variable et de faire new voiture, même si c'est un pointeur, mais ça va construire la voiture. On est bien d'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme il n'y a qu'un seul constructeur qu'on a défini, avec argument, il va imposer en sorte qu'on passe, c'est une fonction qui prend une chaîne. Donc, il va imposer qu'on lui passe une chaîne. Et cette chaîne, c'est ce qu'on lui a donné. Maintenant, supposons qu'on change, on dit que ici, ce n'est pas la marque qu'on va prendre, mais on va prendre float M, et ici, on va mettre vitesse. Si je compile, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Il va dire qu'il y a une erreur. Ici, j'essaie de construire la voiture en lui passant une chaîne. Or, normalement, dans le constructeur de la voiture, on dit, quand on veut construire la voiture, on lui passe un réel, qui est la vitesse. On est bien d'accord? Ce qui fait que là, en lui passant la chaîne, il y aura un souci. Et donc, il faudrait que je lui passe un réel, comme ça. Je vais mettre le réel et je vais commenter ça. Et je vais décommenter le setter de marque. Et voilà, donc si je compile, là, il va dire qu'il n'y a plus une erreur. Pourquoi? Parce que, en réalité, lorsque vous construisez une voiture ou bien un objet, il est très important de comprendre quels sont les constructeurs que vous avez mis dans la classe. Si vous n'avez pas mis de constructeur, il n'y a pas de souci. Donc, lorsque vous voulez construire l'information, vous n'avez pas besoin de fournir des données. Vous construisez d'abord l'information, c'est-à-dire que vous créez votre variable, et puis après, vous utilisez les setters pour modifier. Mais à partir du moment où vous mettez ce qu'on appelle un constructeur avec argument, par défaut, le constructeur, bon, du moins le constructeur sans argument disparaît. Mais vous avez la possibilité de dire, je veux ce qu'on appelle aussi le constructeur par défaut. Donc, j'ai un constructeur par défaut
et j'ai ce qu'on appelle un constructeur avec argument. Ce qui veut dire que moi, je peux construire la voiture sans passer quelque chose, mais que je peux construire la voiture en passant quelque chose. Et ça, on appellera ça plus tard la surcharge. Comment est-ce qu'on a une même méthode qui peut être redéfinie, ou du moins peut avoir un petit peu des paramètres, ou bien qui peut ne pas avoir des paramètres. Pourtant, c'est toujours la même méthode. On surcharge la méthode. À un moment donné, on ne lui passe rien. À un moment donné, on lui passe quelque chose. On appellera plus tard le overloading. Là, c'est ce qu'on appelle des termes en termes de développement. Mais on reviendra un petit peu plus dessus. Maintenant, regardez bien. Si je viens ici, j'efface ça, comme ça, et que je compile pour créer cette voiture, là, il dit qu'il n'y a aucun problème. Pourtant, on a un constructeur avec argument en haut. Mais comme on a précisé que on doit non seulement avoir un constructeur avec argument, il nous faut un constructeur par défaut. Un constructeur, ce n'est rien d'autre qu'une méthode qui porte le même nom de la classe. Exactement le même nom. C'est bon? Sans argument, ça veut dire que dans la parenthèse là, il n'y a rien du tout. Avec argument, ça veut dire que dans la parenthèse, on passe des arguments. C'est bon? Maintenant, donc, je dis, si vous placez ces deux constructeurs comme ça veut dire que vous pouvez créer votre voiture comme ça sans fournir une information. Chose qui marche, mais vous pouvez aussi créer votre voiture en fournissant une information comme ça. Et ça marche aussi. Donc, à partir du moment où vous mettez ce qu'on appelle un constructeur avec argument, si vous voulez construire sans argument plus tard, il faudrait que vous précisiez aussi un constructeur par défaut. Comme ça, vous aurez maintenant la possibilité de construire l'objet comme vous voulez, soit en ne passant rien du tout, ou bien en passant quelque chose. Voilà, maintenant, là, c'est ce qu'on appelle le constructeur. Maintenant, lorsque on finit de traiter ce qu'on appelle un objet, il faudrait qu'on puisse détruire l'objet après avoir terminé la manipulation de ce qu'on appelle un objet. Et là, il y a ce qu'on appelle un destructeur. Et le destructeur, c'est toujours une fonction qui va prendre le même nom de ce qu'on appelle la classe. Et ça va être précédé par ce symbole-là. Donc, ce symbole-là précise quoi? Bon, je ne sais pas comment vous allez trouver ça chez vous là-bas, mais ce symbole-là, c'est un symbole qui permet de préciser que c'est un destructeur. C'est une méthode qui détruit tout simplement la classe, ou bien l'objet en tant que tel. On ne va pas dire la classe parce que la classe n'est pas détruite. Ce qui est détruit, c'est l'objet. Quand on dit l'objet, on parle de ce qui a été créé ici, là. C'est ça qui est un objet. Et donc, lorsqu'on appellera le destructeur, son rôle, c'est tout simplement de détruire tout simplement cette variable-là. Et donc, voici en réalité les choses de base qu'on doit comprendre avant de parler de choses beaucoup plus avancées. Dans une classe, on peut avoir ce qu'on appelle des attributs qui peuvent être en public. Si c'est en public, on a vu comment ça doit se passer. Si c'est en privé, alors la portée c'est limité dans cette classe-là, c'est-à-dire que ces attributs ne sont visibles que dans le crochet que j'ai souligné. C'est-à-dire qu'on ne peut les voir que là. Si on sort de là, on ne peut pas accéder ni à marque, ni à vitesse. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On met en place ce qu'on appelle des méthodes qui nous permettent d'accéder. Mais ces méthodes doivent être en public. Parce que si les méthodes qui permettent d'accéder à marque, c'est en privé, on ne pourra pas aussi accéder. Donc, les méthodes que vous voyez là, ici, sont en mode public, ce qui fait que si on crée une voiture, sur la voiture, on peut accéder à ce qu'on appelle ces méthodes. Et donc, voici des choses de base. Et puis, une classe aura ce qu'on appelle un constructeur, ou bien, du moins un constructeur par défaut, ou bien un constructeur avec argument, et un destructeur. Et voilà, c'est comme ça que les choses fonctionnent en programmation orientée objet. Et donc là, on a juste pris l'exemple de démarrer, mais une voiture peut avoir plusieurs autres fonctions. Ce n'est pas seulement démarrer. On peut accélérer sur une voiture, on peut faire énormément de choses, mais tout se retrouve dans la variable V. À partir du moment où on crée une voiture, on utilise la variable V pour accéder à tout ce qui peut être applicable sur la voiture. Et c'est ça en réalité le concept d'orienté objet, ou du moins la base, puisqu'il y a énormément de choses qui restent encore.
C'est bon jusque-là? C'est bon? C'est bon. Maintenant, ok, jusque-là c'est bon. Maintenant, il faut comprendre que lorsqu'on a ce qu'on appelle nos classes, ces classes que je viens de mettre là sont des classes qui sont facilement, ou du moins qui sont des classes où on peut créer des objets de ces classes-là. Mais on parlera de ce qu'on appelle, bon, avant de parler de l'abstraction, je vais d'abord vous parler de ce qu'on appelle l'héritage. D'abord, ici, je vous ai expliqué une notion, même si je n'ai pas pris beaucoup de temps, en disant que ça, c'est une surcharge. Une surcharge. Alors, je reviens ici quelque part. Regardez bien. Là, j'ai une méthode démarrer. Et je peux faire ici démarrer. Et là, je lui envoie, par exemple, string. String. Et je mets V. Là, je vais dire démarrer avec argument. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a deux démarrer? Pourquoi est-ce qu'on a deux démarrer? On est bien d'accord? Il faut comprendre que, regardez bien, peut-être que vous n'avez jamais utilisé, par exemple, votre fonction main. Si vous mettez int main, ça marche. Si vous mettez float, quelles que soient les choses, ça marche. On est bien d'accord? Ici, revenons ici, regardez bien. Ici, on aurait pu changer même le type de retour, hein, tout ce que vous voulez. Mais ici, on ne va pas changer le type de retour. On va garder la même signature. On va ici envoyer tout simplement changer un petit peu ce qu'on appelle les arguments. On peut avoir deux fonctions qui portent le même nom, mais qui ont ce qu'on appelle des arguments différents. Et on dit, c'est ce qu'on appelle une surcharge. Surcharger la fonction. C'est-à-dire réécrire ou bien redéfinir la même fonction, mais en lui passant d'autres types d'informations ou bien en lui passant rien du tout, en fonction de ce que nous, on veut faire. Donc, si plus tard, on veut appeler démarrer pour trouver un résultat sans lui passer une information, on appellera ça. Mais si par exemple, on veut démarrer, mais qui doit être démarré en fonction d'une entrée, d'une information, en réalité, on fera appel à ce démarrer. Sauf que ce démarrer tiendra en compte ce qui est passé en paramètre et que ce démarrer n'aura pas besoin d'autres informations. On va prendre un petit exemple. Supposons qu'on veut faire la somme. On va mettre void somme. Normalement, on fait la somme de deux entiers. C'est ce que vous avez l'habitude de mettre. Int a. Comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre int s est égal à plus b. Alors ici, c'est b. Là, c'est une variable, une fonction qui fait comme ça. Maintenant, supposons que je crée encore une autre et je mets somme. Et là, je lui passe une seule information. Non, si on veut faire la somme et qu'on envoie une seule valeur, alors qu'est-ce qui doit se passer normalement? On ne peut pas faire la somme de deux valeurs. Donc, on va dire quoi? Eh bien, on n'a pas affiché, hein. On va faire d'abord ici, cout, la somme donne, voilà, on va dire S. Ici, on va dire cout, puisqu'il n'y a pas deux informations, la somme est, et puis, on affiche juste la valeur de A. On est bien d'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ce que je viens de faire là, regardez bien, ça veut dire que ici, je vais commenter cette ligne. Si je crée une voiture et que je fais, par exemple, voiture, flèche, somme, comme ça, et je donne 2, si je compile, voici ce qui se passe. Il ne dit pas qu'il y a un problème. Il dit que la somme est 2. Même si on lui passe une seule information. C'est bon? Maintenant, on va lui passer deux informations. Je lui dis 2 et puis 13. Et ce qui va se passer, c'est que il va automatiquement s'adapter en fonction de ce que on lui passe en paramètre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la surcharge. On peut avoir une fonction qui peut, en fonction de ce que tu lui passes, te donner un résultat. Mais l'idée, c'est que si on mettait somme avec forcément deux arguments, on ne pourra jamais envoyer ou bien faire appel à somme sans passer
les deux arguments. On est obligé de passer les deux arguments. Mais par exemple, une personne veut tout simplement passer un argument. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il passe tout simplement l'argument. Pourtant, les deux marchent. Et en programmation orientée objet, ça est possible de faire deux fonctions qui portent exactement le même nom. Mais en général, dans la programmation procédurale, vous avez un petit peu un souci lorsque vous créez deux fonctions qui portent le même nom. C'est bon? Il vous souligne que voilà, il y a une erreur. Mais en programmation orientée objet, il n'y a pas une erreur, mais en réalité, on appelle ça surcharge. Ici, le fait qu'on change de paramètres, etc. Mais qu'on a toujours le même nom. C'est bon jusque-là? Et voilà donc, ça, en programmation orientée objet, ce sont des concepts que vous devez maîtriser. Maintenant, je donne d'une manière plus simple ici. On parlera un peu des choses un peu plus complexes. Alors, donc, ça, c'est voiture. Un mot ben problème, une voiture. On va changer. Je vais créer une autre classe ici. Je vais appeler personne. Parlons de personne. Et je vais effacer tout ce qui se trouve là. On ne va plus toucher voiture. C'est comme si on revenait du début. Supposons qu'une personne a un nom, prénom. Alors donc, ce sont les deux attributs. Et puis âge, les trois attributs. Pour faire cela, on met classe, le nom de la classe personne. Alors il faut préciser les attributs de personne. On a trois attributs, nom, prénom et âge. Et en général, les attributs sont en mode private. Mais plus tard, on verra que ça pourrait être en mode protégé. Mais non, revenons d'abord ici, mode protected. Donc ici, private, pour le nom, ça va être une chaîne. Pour le prénom, ça va être une chaîne. Et pour l'âge, ça va être un entier. Dans les attributs, on peut les mettre en mode privé. Et ensuite, on va mettre ce qu'on appelle en mode public, tout ce que vous voulez, hein, c'est-à-dire on peut mettre déjà une fonction qui porte le même nom avec trois arguments, un string n pour dire le nom, un string p le prénom et un int a pour l'âge. Et donc en construisant, on dit nom est égal n, prénom est égal p et ensuite âge est égal a. Donc ça c'est le constructeur avec argument. Je peux mettre le constructeur sans argument, mais je vais mettre aussi le setter void ballon. Par contre ici, si je ne mets pas de constructeur sans argument, alors ce que je mets setter ici ou pas, ce n'est pas trop de souci. Toutefois, le rôle du setter, ce n'est pas tout simplement de donner la première information. On peut avoir par exemple déjà, lors de la construction, on donne le nom de la personne, c'est job. Mais on veut modifier le nom. Par exemple, on avait écrit job avec S et qu'on veut modifier le job. On ne va pas encore refaire la construction de l'objet. On va juste modifier le nom. On est bien d'accord? Donc, raison pour laquelle le setter va être des choses très très intéressantes, très importantes. Donc, on va mettre ici set prénom. Et lorsqu'on fait set prénom, bon, on commence par prénom. Je peux faire juste comme ça. Hein. Je mets prénom est égal P. Et après, je fais dupliquer. Je mets set nom. Et je mets N ici. Nom est égal N. Et ensuite, je peux mettre... il ne reste pas quelque chose. Il y a H. Je mets void set âge. On lui envoie un int A. Voilà. Âge égale A. Voilà. On a les trois setters et on peut mettre en place les trois getters. Et vous voyez, les setters ne retournent rien. Ce sont des méthodes de type void. C'est bon? Parce qu'on veut modifier. On ne veut pas récupérer. Maintenant, il y a les getters. Donc, on met string get nom pour récupérer le nom. Mais lorsqu'on veut récupérer le nom, on n'a pas besoin de passer quelque chose en paramètre. On a une voiture, on veut son nom. On ne va pas lui envoyer quelque chose. On récupère juste le nom. Donc ici, il n'y a pas d'argument, mais on met return nom.
Ici, il y a get, prénom, on fait return, prénom, et pour l'âge, ça retourne un entier. Pour l'instant, on va le faire d'une manière plus simple comme ça pour que chacun puisse comprendre c'est quoi un getter, c'est quoi un setter. Donc voici nos setters et voici nos accesseurs, les getters. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est une personne? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut voir si la personne est majeure ou bien mineure. On peut voir, on peut savoir. Donc, on peut mettre ici void. Comment est-ce qu'on peut donner un nom à cette fonction pour savoir si la personne est mineure ou bien majeure? Supposons qu'on vous demande de mettre en place un programme qui permet de savoir si une personne est mineure ou bien majeure. Comment vous allez donner un nom au programme? Hein? Pas vérification. Vérification, c'est vague. Il n'y a pas de min-max. Ça aussi, c'est trop vague. Pas plus âgé. Comment est-ce qu'on appelle ça? Il n'y a pas un nom simple. Personne âgée, non, ce nom n'est pas bon. Bon, on va juste mettre comme ça. Oh, on fait juste comme ça. Bon, qu'est-ce que j'ai fait d'abord? Bon, ça doit être... comment ça s'écrit? Bon, on fait juste comme ça. On espère que c'est correct. Hein? Et on espère que c'est ça. De toute manière, le nom nous parle. C'est le plus important. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? If âge supérieur à 18 supérieur ou est égal à 18, on affiche cout et la fonction, je répète, se trouve sur la personne en même temps. Donc, on peut afficher le nom de la personne. Hein. On dit tel est majeur. Voilà. On affiche le nom de la personne. Sinon, on dit que la personne est mineure. Ok. Maintenant, on n'oublie pas le descripteur. Personne. Et voilà. On n'a rien à préciser là-bas dans le descripteur. Voilà. Donc, on a les attributs, on a les méthodes qui sont là, les accesseurs et les mutateurs. Alors, pour créer une personne, on va mettre ici personne. En fait, c'est pour, avec personne, ça va nous permettre de pouvoir parler de quelque chose d'abstrait un tout petit peu. Donc, je mets ici P, new, personne. Toutefois, j'ai qu'un seul constructeur avec un argument. Ça, je dois lui passer 2 chaînes et un entier. Donc, je lui donne 2 chaînes job alpha et je lui donne 18. Ok. Mais aussi, on peut mettre en place une fonction qui affiche les données de la personne. Donc ici, on va venir ici, avant le descripteur, on va d'abord l'appeler afficher. Après, on pourra dire toString. Mais on va dire juste afficher. Afficher, c'est une fonction, quelle que soit la personne, ça permet d'afficher les informations de la personne. Ton nom, moi, nom. Prénom, 2 points, moi, prénom, âge, 2 points, moi. Et vous, tout à l'heure, vous avez décidé d'aller faire qui? Manger jusqu'à là. Donc, vous avez patienté. Ah, vous pensez que j'ai oublié, hein?
Voilà, le cours c'était à quelle heure? Donc, voilà, on a une fonction affichée qui affiche uniquement les données de la personne. Donc, une fois qu'on a construit la personne, on va tester P flèche affiché. Et après, on peut faire P flèche majoration. Voilà. Alors, ici. Alors, on va tester pour voir. Il dit qu'il y a un petit souci. Et le souci, c'est que on a mis les points-virgules en dehors des accolades. Chaque ligne est terminée par point-virgule, mais ce n'est pas après les accolades. Voilà. Exactement, il a raison. Bon, le boy là, il est en train de parler de quoi? Ok, voilà. Donc ici, on voit bien que le nom c'est Job Alpha et que la personne est majeure. On arrive bien à construire la personne. C'est bon jusque-là? Mais non, regardez bien, une petite chose. On va mettre ici virtual et je vais vous expliquer. On va appeler comme ça. Ok. Je vais mettre 0. Maintenant, je vais juste compiler et vous allez lire d'abord l'erreur qui se passe ici. Alors, il dit, voici l'erreur là. Cette erreur, il dit, ici, l'information personne est quelque chose d'abstrait. Alors, normalement, votre personne dans un système, oui, Ah, ok. Alors, suivez bien. Lorsqu'on met en place une classe, tout à l'heure, j'ai dit qu'une classe est une famille d'objets. C'est bon? Et lorsqu'on met la famille, après, on construit des objets comme ça, qui sont les instances, des choses de en fait, une personne qui existe, c'est ça en réalité. Et non, supposons qu'on est dans un système ici de easy. Lorsqu'on dit personne, étudiant, moi, personne. Professeur, moi, personne. Et les autres aussi sont des personnes. C'est bon? En réalité, dans le système de base de données ou bien dans la base de données de Easy, quand on dit on enregistre une personne, on n'enregistre pas une personne. Soit on enregistre un professeur, soit on enregistre un étudiant. Et pourtant, les deux sont des personnes. C'est bon? Pourquoi on dit que c'est personne? Parce que étudiant a un nom, professeur a un nom. Étudiant a un prénom, professeur a un prénom, etc. Et donc, dans ce système-là, on n'enregistre pas des personnes, mais on enregistre soit des étudiants, soit des professeurs. Et là, à ce niveau-là, on parlera de quelque chose qu'on appellera l'héritage et de l'abstraction. Mais ça, là, je vais revenir dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle une méthode pure qui permet de rendre tout simplement une classe abstraite. Mais non, si vous n'avez pas une méthode comme ça, vous pouvez faire ce qui se passe là. Construire l'objet, créer une instance de l'objet. Mais si dans la classe, vous avez quelque chose comme ça, la classe devient abstraite. Et quand la classe est abstraite, vous ne pouvez pas créer une instance de la classe. C'est bon? Bon, on va revenir un peu plus tard. Je vais d'abord faire d'abord l'héritage et puis revenir à ce qu'on appelle l'abstraction. Alors, donc tout à l'heure, si on prend le système où on a étudiants, on a professeurs qui sont des personnes. C'est bon? Donc normalement, ici, la personne, quand on dit personne, c'est nom, prénom et puis âge. Mais lorsqu'on dira étudiant, étudiant peut-être va avoir un matricule et professeur va avoir quelque chose de différent, comme par exemple un salaire. Donc si je veux enregistrer un étudiant, il n'y aura pas salaire à l'intérieur d'étudiant. Si je veux enregistrer un professeur, il n'y aura pas matricule. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme les deux sont des personnes, les attributs qui sont partagés, les choses qu'ils ont en commun, seront ajoutés dans la classe personne pour éviter ce qu'on appelle la redondance. Parce qu'on peut aller créer ce qu'on appelle l'objet ou bien la classe étudiant en mettant nom, prénom et puis âge. Et puis les autres, voilà, salaire. Pour professeur, et puis on crée étudiant, on met nom, prénom, et puis on met âge, et puis on met le matricule. Mais comme on a nom là-bas, nom ici, ça parle de ce qu'on appelle une redondance. Et donc, en général, on va créer ce qu'on appelle un objet, que ici, on a personne, qui va regrouper
les choses, les attributs qu'ils ont en commun, comme nom, prénom, âge. Et puis, on va créer ce qu'on appelle une classe qui sera étudiant. Qui va hériter de cette classe-là? On parlera de l'héritage. Et on va créer ce qu'on appelle un objet qui sera professeur, qui va hériter de cette classe. Mais le nom, le prénom, âge se trouve dans une seule chose. Et comme étudiant, c'est une personne et que professeur, c'est une personne, étudiant a un nom, professeur aussi a un nom, etc. Mais non. Voilà, donc déjà, la classe personne, c'est comme ce qu'on a appris depuis le début, jusque-là, depuis le début de ce cours. Maintenant, je sors, il ne faut pas que je reste dans la classe. Bon, c'est vrai que je peux rester dans la classe et créer d'autres classes. Il y a ce qu'on appelle le inner class et puis il y a le subclass. Il y a des classes qui sont internes, etc. Et puis il y a ce qu'on appelle les classes filles. Mais je ne parle pas de ça. On va d'abord parler d'une classe simple. On a une classe en haut. Regardez bien, quand je dis en haut, ça veut dire que c'est là où la classe termine. Parce que lorsqu'on crée une classe, on ouvre les accolades et on ferme. Point virgule. Et en dehors, je vais mettre classe étudiant. Mais non. Si je mets juste classe étudiant ici, ça ne veut pas dire forcément que étudiant, c'est une personne. Ou du moins, l'étudiant ne bénéficie pas des choses d'une personne. Toutefois, je peux écrire manuellement encore les mêmes attributs là-bas, ici. Mais là, ça ne veut dire pas que forcément il y a un lien entre étudiant et personne. C'est bon jusque-là? Donc, pour dire que l'étudiant est une personne, pour dire qu'on fait ce qu'on appelle l'héritage, lorsque vous mettez classe, personne, vous allez mettre ici 2 points et vous allez mettre public et vous allez mettre le nom de la classe mère. Parce qu'on parle d'héritage, parce qu'on parlera de ce qu'on appelle une classe mère et une classe fille. La classe fille, c'est celle qui hérite. C'est-à-dire que celle qui, on écrit son nom et puis on écrit le nom d'une autre classe, ça veut dire que c'est elle qui hérite. Mais par exemple, personne, lorsqu'on a écrit personne, on n'a pas écrit le nom d'une autre classe, donc personne n'hérite pas de quelque chose. Et donc, c'est ce qu'on appelle une classe mère. Et nous revenons ici, regardez bien, on va mettre public et on met personne. Et voilà, ici, je vais, voilà. Alors ici, je vais d'abord faire quelque chose de simple. Je vais d'abord écrire du moins un constructeur sans argument. Voilà. Et je vais enlever le constructeur avec argument. Alors, on n'est pas au bon endroit. Ça, c'est pas personne. Personne, c'est en bas. Personne, je vais tout simplement enlever le constructeur avec argument. Et je reviendrai plus tard parce qu'il faudra comprendre que si on met personne avec argument, il faudrait qu'on puisse passer des informations. Donc, pour l'instant, je vais effacer cette ligne-là, commenter du moins. Alors, effacer le constructeur personne avec argument que j'ai effacé là implique qu'on peut construire une personne sans fournir juste des informations. C'est bon? C'est ce que je viens de faire. J'ai effacé la méthode personne avec argument. Donc, je peux construire en faisant personne, P est égal new personne. Directement, simple. Voilà, mais non, ça devient beaucoup plus simple pour comprendre l'héritage. Donc, si je fais étudiant, 2 points, public, personne, alors, ce qui se passe, c'est que l'étudiant va hériter de tout ce qui se trouve dans la classe personne. Absolument de tout. Mais non, je donne juste un petit exemple. Est-ce qu'on a une fonction? On va faire une fonction qui affiche bonjour dans personne. Je vais mettre void print bonjour. Ça, c'est au niveau de la classe mère. Je vais mettre juste un cout. Et je mets bonjour personne. Plus tard, on parlera de ce qu'on appelle la redéfinition. Ok, maintenant, donc vous voyez bien que là, si je crée personne, regardez bien, si je fais personne, personne n'est plus abstraite. J'ai décommenté la méthode de l'abstraction là. Donc, je peux faire new personne. Et puis, je peux faire p flèche print bonjour. Là, c'est bien une fonction qui se trouve
dans personne. Et on voit ici, bonjour personne. Jusque-là, c'est bon. Ok, maintenant, donc, ce qui veut dire quoi? Si je dis étudiant hérite de personne, ça veut dire que étudiant possède les choses de personne. Hériter, on est bien d'accord? Ça veut dire que l'étudiant possède des choses de personne. Maintenant, voyons ici, je vais créer étudiant, étoile, E est égal new étudiant. Ici, je vais faire un cout inline. Et je vais faire E flèche print. Là, c'est avec l'étudiant. Hein? E flèche bonjour, print bonjour. Alors, je compile. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que à travers la variable P qui est une personne, on a accès à la fonction print bonjour. Mais que également, à travers le E, c'est-à-dire l'étudiant, on peut accéder à ce qu'on appelle le print bonjour. Alors, pour revenir et puis essayer de comprendre ce qu'on appelle l'héritage en programmation orientée objet, lorsque je fais ici classe étudiant est égal, et je dis classe étudiant, deux points, public, comment on appelle ça là, personne là, on appelle ça déjà l'héritage. Ça veut dire que étudiant hérite de tout ce qui se trouve dans personne. Attention, l'héritage n'entraîne pas les choses qui sont en mode privé. L'héritage n'entraîne pas les choses qui sont en mode privé. Ça veut dire que l'étudiant a ce qu'on appelle un nom, a ce qu'on appelle un prénom, a ce qu'on appelle un âge. Mais sauf qu'on ne pourra pas accéder directement à l'âge. Si c'est en mode privé, il faut forcément aussi, même s'il hérite, il va passer par le getter ou bien le setter pour accéder à ce qu'on appelle suite attribut. Par contre, les choses qui sont en public, il peut y accéder à n'importe quel moment. Un exemple, on vient d'accéder à ce qui est public print bonjour. Donc, depuis l'étudiant, on peut accéder facilement à print bonjour. Donc, regardez bien, toutes les méthodes qu'on a définies ici dans ce qu'on appelle personne en mode public, ces méthodes-là existent ici. Les attributs qu'on a définis, même en mode privé, ces attributs existent seulement. On ne peut pas accéder directement en faisant ici non. Alors, je vais faire une petite fonction qui affiche quoi? Bon, comme on n'a pas encore passé le nom, on va faire d'abord. On avait dit quoi? Un étudiant devait avoir un matricule, n'est-ce pas? On va mettre private matricule. Maintenant, on va mettre string matricule. Et nous, il faudrait qu'on fasse un private, un public, je veux dire. On va créer ce qu'on appelle un constructeur de l'étudiant. Étudiant. Alors, comme l'étudiant, c'est une personne, donc lorsqu'on crée l'étudiant, on doit lui passer le matricule, parce que l'étudiant a matricule, mais on doit aussi pouvoir avoir la possibilité de saisir le nom, le prénom, etc. C'est bon? Bon, je vais d'abord faire d'une manière plus simple. Je vais mettre juste comme ça. Alors, regardez bien, ça c'est l'étudiant. Je vais commenter la personne. Je vais commenter la personne. Je vais commenter la personne. Comme il y a un constructeur par défaut, donc, pour modifier matricule, il faudrait qu'il y ait un getter, un setter. C'est bon, mais je n'ai pas encore fait. Je vais juste manipuler les noms et les prénoms. Si je fais ici E flèche, je peux accéder à 7 noms. Parce que c'est en mode public dans la personne, hein, dont l'étudiant peut accéder à tout ça là. Tout ça. On a accédé tout à l'heure à print bonjour. Donc on peut accéder à 7 noms, 7 prénoms, 7 âges. Puisqu'on n'a pas encore parlé de constructeur avec argument de l'étudiant. Donc on va mettre job, 7 prénoms. On va mettre Abdou. Et là, on va mettre E7 âge. Et là, on va mettre 21. Mais normalement, ça veut dire que si on crée un étudiant
Regardez bien, c'est ça l'étudiant. Hein. Toutes ces méthodes que je suis en train d'utiliser ne se trouvent pas dans l'étudiant en tant que tel ici. Se trouvent dans la classe mère. Donc ici, on fait E flèche 7 nom, 7 prénom et 7 âge. Et si on arrive à accéder à ça, ça veut dire qu'on peut accéder à afficher aussi. Donc, on va essayer d'afficher l'étudiant. Je vais commenter le print et je vais mettre E flèche affiché. Et donc, si je compile, voici ce qui nous affiche carrément la personne avec les informations que nous, on vient de donner. Donc, tout ce qui se passe là-bas, c'est comme ça qu'on va faire pour y accéder. Mais non, en général, lorsqu'on met ce qu'on appelle des attributs dans une classe parent, les attributs sont en mode protégé. Pour que la classe fille, c'est-à-dire la classe qui hérite, puisse y accéder. Je donne un exemple. Supposons que je crée une méthode à l'intérieur qui me permettait d'afficher le nom de la personne. Donc, je vais, par exemple, ici, faire void affiche nom. Comme ça. Et là, normalement, comme il hérite de la personne, l'étudiant hérite de la personne, je peux faire cout nom, 2 points, et je mets nom comme ça. Normalement. Maintenant, voyons voir. Au lieu de faire afficher, je vais dire afficher nom. Et je vais compiler. Alors, si je fais compiler ici, regardez bien, il affiche une erreur. Et cette erreur, et je vous ai expliqué tout à l'heure, il dit que le nom est en mode privé. Et quand le nom est en mode privé, le nom n'appartient qu'à l'intérieur de la personne. Même s'il y a une classe fille qui hérite, la classe fille ne peut pas accéder directement à l'attribut nom. Cependant, ça peut accéder à l'attribut setNom. Du moins, c'est l'attribut. À la méthode setNom qui est en mode public. En mode public. Et regardez bien ici, et même getNom aussi, hein, parce qu'il y a getNom et il y a setNom. Et nous, on veut récupérer le nom. On a vu ici, non, il ne peut pas y accéder, mais je vais mettre getNom, comme ça. Si je mets getNom et que je compile, vous voyez que là, il dit qu'il n'y a pas de problème, il arrive quand même à récupérer l'information. C'est bon jusque-là? Ok, je vais revenir encore avec nom. Ici, il y a un problème tout à l'heure parce que l'attribut est en mode privé. Et pour revenir parler de troisième portée, parce qu'on a vu privé, on a vu public, et la troisième portée, c'est que lorsqu'on a une classe mère comme ça, ces attributs sont en mode protégé. Et si c'est en mode protégé, ce qu'on venait de faire là n'est plus un problème. On peut y accéder à cet attribut-là. Donc, ce qui fait que si je compile, il ne va plus dire qu'il y a une erreur, il va quand même trouver le nom. Donc, la classe fille va trouver l'information. Alors, ce n'est pas en mode public, hein, parce que tout à l'heure, on avait dit que quelque chose qui était en mode public comme attribut, lorsqu'on créait l'objet, ici, comme ça, on faisait directement le nom de l'objet, point l'attribut. Mais ici, ce n'est pas en mode public. C'est en mode protégé. Et comme c'est en mode protégé, c'est visible dans la classe mère et également dans la classe fille, c'est-à-dire la classe qui hérite. Comme ça. Ça, ce sont des notions de base en ce qu'on appelle la programmation orientée objet. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Dans tout ce qu'on vient de voir, il y a énormément de choses. Mais on est obligé d'apprendre ce qu'on appelle la programmation orientée objet avant de revenir l'année prochaine, Inch'Allah. Obligé. Parce que vous allez faire l'examen, je vous ai rappelé ça la dernière fois, mi-janvier. Et il nous reste 3 chapitres. Il nous reste 3 chapitres. Donc, je ne parle pas de ça, hein. Ça ne fait pas partie de ces 3 chapitres-là. Ça, c'est le 4e chapitre qui nous reste. On a passé énormément de temps sur les listes. Et normalement, avec les GL, ce n'est pas comme ça, c'est juste 2 séances, 3 séances sur les listes. 2 séances. Mais vous, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de lacunes. Ça ne sert à rien d'avancer et de faire tous les chapitres pour qu'au final, il n'y a que 5 personnes qui ont compris. On a passé plus de temps. Donc, même si on fait tout et qu'il nous reste 1 ou bien 2 chapitres, il n'y aura pas de problème. Cependant, programmation orientée objet, comme ce que je viens de vous faire là, il n'y a pas encore autre chose d'extraordinaire à comprendre dessus. Ce que j'ai fait ici, vous avez suivi. Vous avez vu que ce n'est pas des listes où on va construire en mettant flèche suivant ou précédent. Ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est simple. Ça, c'est simple.
L'idée maintenant, c'est que vous devez apprendre chaque concept. Chaque concept qui se trouve dans ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Vous aurez 2 semaines de vacances. Et ce que j'ai fait là, vous devez revoir la maison. 2 semaines, non? Vous revenez d'ici le 5, Inch'Allah. 2 semaines, voilà, 3, je ne sais pas. Vous revenez le 5. Ça fait 2 semaines. Vous quittez aujourd'hui. Pour la fin de la semaine, du mois, ça fait 8 jours. De plus 5, ça fait 2 semaines. Le mois se termine par 31. On est le 23. Bonne 10 jours. Voilà, donc, suivez bien. Ce que je viens de faire là, vous devez essayer ça. Et quand je dis essayer ça,